Bah, c'est parti, mon cher Christian. Je te remercie donc d'avoir accepté notre invitation avec les Cafés Géo. L'opportunité, c'est comme je te l'ai dit au téléphone, c'est la parution de ton atlas historique, un an après celui qui a rencontré un succès considérable, l'atlas historique mondial des deux mêmes éditeurs, puisque c'est en coédition par les Arènes et la revue L'Histoire. Et je te poserai peut-être une question tout à l'heure sur les cartes fabriquées par l'histoire, sur ton travail, non seulement de mise en scène, d'agencement, mais également ton travail de sélection. Finalement, pour introduire cet entretien, je pense que je voudrais qu'on revienne tous les deux sur géohistoire. J'avoue que quand on essaye de dire quelques mots sur la définition, ce que c'est, puisque tu es un géographe d'une espèce un peu particulière, tu es géohistorien qui cherche à croiser le temps et l'espace, mais euh, j'ai l'impression que c'est à parité, que c'est à égalité. Donc, est-ce que tu es plus géographe qu'historien faisant de la géohistoire ou quelqu'un qui aurait une formation historique pourrait très bien faire de la géohistoire en adoptant les échelles géographiques. Donc, est-ce que tu peux, surtout pour ceux qui ne connaissent pas bien cette approche culturelle, cette discipline, dire quelques mots sur la géohistoire, même si tu as écrit un petit livre passionnant d'ailleurs chez Collin sur l'introduction à la géohistoire. Alors, il y a un mot que, parmi ceux que tu viens de citer, que je ne reprendrai pas, qui est le mot discipline. Je qualifierai surtout pas la géohistoire de discipline et j'espère bien que ça ne sera jamais le cas. Je suis volontairement antidisciplinaire. Je ne suis pas transdisciplinaire, je suis vraiment antidisciplinaire à l'intérieur du social. Euh, la raison principale, c'est que, comme on dit la physique ou la biologie, en sachant qu'à l'intérieur de ces vastes mondes, il y a des tas d'approches différentes, je trouve que faire des coupures, des oppositions telles que les sciences sociales, au pluriel, l'ont induré en France en particulier, mais dans l'Europe qui les a fabriquées en général, c'est quelque chose qui est plutôt négatif par rapport à la globalité de l'approche que l'on devrait avoir du fait social. Donc l'histoire, la géographie, pour moi, c'est un passage sans transition de l'un à l'autre. Euh, et, et on fait très bien de la géographie au passé comme on fait de l'histoire au présent. Enfin, ça n'a pas, c'est pas l'opposition passé-présent ici ailleurs, c'est pas des éléments pertinents pour prendre ces catégories. Alors en revanche, quand on travaille à la dynamique des sociétés, à leur temporalité, à leur transformation, à leurs événements ou à leur reproduction dans la longue durée, il est essentiel de se préoccuper de la configuration géographique dans lesquelles elles s'inscrivent. Et quand je dis qu'elles s'inscrivent, c'est déjà une formule un peu malheureuse, qu'elles produisent serait plus juste. Hein. L'espace antique, c'est un espace que fabriquent les sociétés antiques. Ces limites ne sont nullement imposées par le pourtour méditerranéen. Il se trouve qu'elles vont utiliser le pourtour méditerranéen et qu'il y a une région du monde qui s'appelle l'Antiquité pendant une certaine durée, qui a un début lent et qui s'étend aussi hein, progressivement vers l'ouest à travers la diffusion en Méditerranée des civilisations antiques. Donc cet exemple donne un peu la clé, c'est-à-dire faire un atlas historique de manière plus géohistorique, c'est constamment contextualiser géographiquement les configurations historiques que l'on étudie. Donc ça veut dire par exemple cadrer large. Ça, c'était un élément absolument essentiel. On a souvent étendu les cartes qui avaient déjà été publiées par l'histoire on a aussi associé plusieurs cartes. Alors c'est un gros travail de cartographe, donc c'est j'espère peu sensible, mais ça fait des cartes où on a des emboîtements qui vont, par exemple, de la Méditerranée aux mers de Chine pour l'axe de l'Ancien Monde, ou qui regroupent plusieurs directions assez loin à partir du Moyen-Orient. Voilà, on a plusieurs cartes de ce type-là. Donc ça, c'est un élément qui, entre autres, est intervenu dès le départ dans les choix de la maquette. À la différence, par exemple, de l'Atlas du Bi, hein, qui est généralement celui auquel on le compare, donc chez Larousse, mais aussi de l'Atlas Vidal-Naquet chez Hachette, auquel tu le penses, si j'ai bien compris, et qui est pour moi un atlas que je respecte particulièrement. Euh, le, notre atlas, on a mis les cartes sur l'intégralité des pages.
Ce qui était en contradiction avec un souhait, un vœu qu'on avait, qui était d'en faire un vrai livre qu'on pouvait lire, d'où son format relativement réduit. Alors, c'est pas un livre de poche, évidemment, mais un format relativement restreint, un choix de couverture souple, l'existence d'un signet pour pouvoir se déplacer progressivement dans le bouquin. Et je me suis aperçu dans les salons du livre que ça a bien marché. C'est-à-dire que beaucoup de lecteurs me disent c'est très bien, j'en lis 2, 3 doubles pages par soir avant de m'endormir. C'est un livre de chevet. Alors évidemment, le responsable de l'Atlas est très content quand on lui dit ça, hein. Mais c'était vraiment le souhait. Et les textes qui sont volontairement très très courts, à la différence des autres Atlas, faits par des historiens, c'est-à-dire des bavards, hein. Et d'autre part, tout l'appareil qu'il peut y avoir de légende, on essaye de faire en sorte qu'il soit placé après et en prenant le moins de place possible par rapport à la carte. Et si on y prend garde, d'ailleurs, on voit souvent que au pied de la légende, on a la carte qui continue, même si ça ne nous donne pas l'information, mais la page est organisée à partir de la carte, parce que l'on veut constamment géographiquement contextualiser. La géohistoire, moi souvent je la résume d'une formule, je l'ai fait dans la revue L'Histoire d'ailleurs, dans celui qui est actuellement en kiosque, hein, le numéro de décembre, en disant on a l'histoire, on a pour partie l'histoire de ses voisins, et comme nos voisins ont des voisins, ben, on a pour partie l'histoire des voisins de nos voisins. Alors évidemment, ce pour partie se réduit, est à transformer en un élément par trait qualitatif, mais c'est un élément qui joue un rôle entre l'histoire chinoise et l'histoire de l'Empire romain. Il y a 2000 ans, ben, il y avait des interrelations dans les processus historiques. Tu as largement répondu à ma question. Néanmoins, je voudrais revenir à l'Atlas Vidal-Naquet. Pour ce qui concerne les cartes, alors il y a sur la page de garde, je ne sais plus comment ça a été nommé, coordination géographique ou cartographie. Il y a Bertha. sept cartographes, Anne Le Fur, et puis le coordonnateur, c'est Jacques Bertin. Mais c'est en petit, donc moi j'aimerais vérifier si j'ai bien compris le travail de coordination entre Vidal-Naquet, les historiens qui s'y sont collés pour faire des légendes effectivement très, très, très fournies, et puis les cartographes eux-mêmes. Est-ce qu'il y a eu un travail de coordination, de sélection, comme tu le dis? Parce que là, je comprends que ce ne sont pas les cartes fournies clés en main qu'il faut absolument mettre dans la classe. Toi, tu as exigé donc certaines normes pour la maquette, alors évidemment pour ce que tu appelles la mise en scène pour l'agencement, mais également peut-être pour la sélection. J'aimerais que tu précises un petit peu, même si tu as dit déjà beaucoup, sur le travail avec les cartographes de l'histoire, pour la sélection, euh, qu'est-ce que tu peux dire sur ça? Que je comprenne bien la différence avec ce qui a été fait avec les autres atlas historiques. Attends, il y a deux questions. La première, c'est sur le Vidal-Naquet et la Oui, seconde, c'est sur la fabrique de oui. mon Atlas. Sur le Vidal-Naquet, c'est presque paradoxal que l'équipe qui était à la Maison des sciences de l'homme autour de Braudel dans les années 60 n'ait pas produit de grands atlas historiques. C'est presque paradoxal parce qu'il y avait a priori tous les ingrédients pour. Et c'est vrai, tu as raison, le projet était dans l'air que Braudel initie. C'était quelqu'un qui aimait les cartes, hein, Braudel, mais il n'aurait probablement pas vraiment dirigé, mais enfin, qu'il initie et qui patronne un grand atlas ou un grand ensemble d'atlas. Et puis, il avait d'autres projets, et ça s'est pas fait. Mais c'est vrai que les 3 volumes de 1979 de Braudel, qu'on appelle Civilisation matérielle, mériteraient d'avoir un 4e volume qui serait un atlas. Et c'était dans l'air, mais comme il s'est lancé dans l'identité de la France, il ne s'en est pas occupé lui-même. Et chez Hachette, c'est Vidal-Naquet qui l'a repris, avec Bertin, donc quelqu'un qui était un très proche de Braudel, qui travaillait avec lui à la Maison des sciences de l'homme, mais qui s'était dans les années 60 surtout consacré à la théorie cartographique, où il a joué, il était révolutionnaire, hein, en la matière. Et Bertin a été sans doute assez frustré dans ce qui s'est passé pour Hachette. Il a incontestablement influencé des cartes. Il suffit de le feuilleter pour s'en apercevoir qu'il y a des cartes, entre autres, aux orientations bizarres.
qui sont très très chouettes, je trouve, et des cadrages qui sont très Bertin, c'est-à-dire assez larges, je m'y retrouve aussi. Mais Bertin a surtout pu ensuite faire l'atlas qu'il souhaitait, qui est un atlas absolument extraordinaire, mais que personne ne connaît parce qu'il a eu une diffusion rikiki, qui a été publié dans une maison d'édition qui a disparu, je crois, et c'est en 1997, qu'on appelle l'Atlas historique Bertin. Je peux aller le chercher, je l'ai à côté, hein. Euh, c'est un atlas qui a un truc hein, vraiment extraordinaire, qui est de prendre un planisphère par siècle. Alors bon, il commence pas il y a 10 000 ans, hein, mais à partir de 1000 avant notre ère, je crois, il y a un planisphère par siècle. Avant, évidemment, le pas de temps est plus relâché. Et chaque siècle, on voit absolument ce qui se passe dans le monde. Alors, c'est en soi peu historique, si j'ose dire, dans la mesure où le planisphère, lui, ne bouge pas. Or, le cadrage sur l'Atlantique de nos planisphères classiques qu'utilise Bertin, même si c'est une projection Bertin, une projection assez sophistiquée, évidemment, n'aurait sans doute dû être plutôt centré sur l'océan Indien jusqu'au XVe siècle. Donc, c'est quelque chose qui, disons, de ce point de vue-là, m'a manqué et que j'ai essayé par ailleurs de corriger. Mais c'est vrai qu'il y a une aventure particulière. Quant au résultat du Vidal-Naquet, il est passionnant parce que je crois que c'est le premier atlas qui correspond d'ailleurs au moment où on s'intéresse, apparaît le mot mondialisation et on s'intéresse à ce processus. C'est vraiment un atlas qui pense mondial. Dans la mesure où il y a entre autres de grandes doubles pages, comme celle de la période axiale du 5e siècle avant notre ère, qui sont à une échelle qui est assez inhabituelle dans les atlas historiques jusque-là, et en particulier de l'atlas d'Ubi, qui lui date de 78, donc était très très proche chronologiquement. Donc voilà, alors c'est une grande originalité que n'ont pas ni l'Atlas Duby ni le mien, mais qu'ont l'Atlas Vidal-Naquet et l'Atlas Bertin, c'est d'avoir été fait avec des cartes originales. Tandis que le Duby, c'est l'encyclopédie Larousse, on recueille les cartes de l'encyclopédie Larousse, et puis moi j'ai travaillé avec les cartes pour l'essentiel au départ de la revue L'Histoire, même si ensuite on en a fait beaucoup d'autres. Ce qui m'amène à répondre à ton second point Oui. de la question sur la fabrique de l'Atlas. Alors, d'abord, une chose qu'il faut constamment réaffirmer, et c'était vrai pour tous les prédécesseurs que je viens de citer, un atlas est un travail collectif. Ça, c'est vraiment absolument essentiel, même si on lui met généralement le nom, on n'a cité que des noms pour désigner des atlas, on lui met le nom du coordinateur. C'est un travail d'équipe, et non seulement c'est un travail qui met en jeu des cartographes et des historiens quand il s'agit d'un atlas historique, mais qui met en jeu aussi des gens auxquels on pense moins, comme le maquettiste. Ce que j'ai raconté sur la carte qui prenait toute la page, c'est lié au fait que notre maquettiste, qui a travaillé avec une grande rigueur, a imposé, je dirais presque, cette logique de maquette, et que ça me convenait parfaitement. On a été totalement en accord là-dessus. Ensuite, il y a le travail effectivement des cartographes qui consiste à travailler à partir de trames et de fonds. Donc on choisit des fonds de cartes. Ça, c'est un élément essentiel, et donc les types de projections, dès qu'on a une échelle assez petite, sont absolument essentiels. Et là aussi, ça a été un travail important. Évidemment, c'est beaucoup plus facile. Là, je ne peux pas jeter la pierre à Vidal-Naquet ou à Duby, parce que nous travaillons sur des cartes sur écran, où on peut faire des essais et erreurs extrêmement régulièrement, tandis que eux, ils travaillaient sur papier. J'ai eu, grâce à Anne Le Fur et quelques autres, puisque je connais bien l'équipe des dames qui étaient l'équipe de Bertin, j'ai eu je dirais, le privilège d'avoir en main les maquettes papier dessinées par Bertin ou corrigées par Bertin, parce que visiblement, se faire soumettre sa copie à Bertin, c'était un rude exercice. Donc, on a là effectivement quelque chose qui est assez formidable, mais on voit bien le travail. Et quand on a fait une carte, souvent on n'a pas le temps, on peut faire des corrections, mais on n'a pas le temps de le faire quand c'est sur papier. Aujourd'hui, ben, ça va très vite. Alors on peut changer toute une symbolique, on prend une des couches dans Adobe Illustrator, c'est un élément essentiel. Alors, un travail qui ne se voit pas, parce que c'est quand il y a des fautes que ça se voit, c'est que tout a été harmonisé. C'est-à-dire que sur les
disons, la trentaine d'années sur lequel l'histoire est plus ancienne, hein, elle date elle aussi de 78, mais comme les cartes ont été faites au départ sur papier, on ne pouvait pas beaucoup les réutiliser. Mais à partir des années 90, toutes les cartes ont été traitées informatiquement, et donc on a pu là, les réexploiter. On avait entre 1500 et 2000 à peu près, et on n'a pas tout utilisé, hein. Mais il a fallu les harmoniser, ne serait-ce par exemple pour les polices de caractères, pour la légende, pour les types de couleurs. Alors, il fallait pas que les mers aient la même couleur, que les caractères soient les mêmes, que les tailles soient les mêmes dans ce qu'on écrivait. Voilà. Donc tout ça, c'est un travail qui n'est pas visible, justement parce qu'il est bien fait. Mais évidemment, informatiquement, c'est très facile. Donc les cartographes ont travaillé eux-mêmes, d'ailleurs, en ayant en stock non seulement les cartes de l'histoire, mais tout un tas de cartographies sur lesquelles on a travaillé. Et l'équipe de la coopérative, parce que c'est une coopérative, Légende Cartographie, qui est une émanation enfin, d'anciens étudiants bon, ils ne sont pas tout jeunes, hein, d'anciens étudiants du master de cartographie de l'Institut de géographie, qui sont mes voisins de bureau à l'Institut, qui connaissent bien les lieux. Et c'est des gens qui, effectivement, ont une pratique d'équipe très ancienne et eux-mêmes des archives potentielles. Actuellement, on est en train d'avoir des projets d'Atlas. On travaille beaucoup, évidemment, à partir de toutes leurs archives. Donc, dans cette équipe qui elle-même a hébergé pas mal de stagiaires, qui a un certain nombre de cartes qui ont été faites par de tout jeunes cartographes débutants, et qui provenaient du même master, donc on travaille en famille, si j'ose dire, on était dans quelque chose où très très vite des initiatives vraiment historiennes étaient prises par les cartographes eux-mêmes, des passionnés de cartographie. Par exemple, quelque chose qui est aussi assez proche, qui est la revue Carto. La revue Carto a à la fin toute une partie historique, à la fin de chaque numéro, dans lequel j'écris une chronique, mais dans lequel il y a régulièrement des sortes de bandes dessinées historiques, des petites de cartographie, hein, cartographie qui sont faites effectivement par les gens de Carto. Donc on est vraiment dans le même ensemble. Et puis, les historiens interviennent à deux niveaux. Les historiens, c'est l'histoire qui essentiellement les a fournis. Ils étaient en amont et en aval. Alors en amont, parce qu'on a choisi ensemble les cartes, on a constaté et choisi ensemble, qu'on a constaté les trous, car il n'y avait aucune raison qu'il n'y ait pas des trous dans ce que l'histoire a publié sur 40 ans. Et on a choisi quelle carte il fallait qu'on fasse, parce que à ce moment-là, évidemment, c'est un gros boulot de faire une carte nouvelle. Alors ça a été moins le cas dans l'Atlas mondial que pour l'Atlas de la France, là il y a beaucoup, beaucoup de cartes nouvelles. Mais, et puis, il faut établir le synopsis de la carte, même si on ne dessine pas la carte. Alors, le mieux, c'est qu'on fasse ce qu'on appelle le crayonné, comme pour la BD de la carte. Mais même sans en arriver jusque-là, on fait du texte avec la légende et en expliquant ce qu'on veut mettre sur la carte. Et puis ensuite, le cartographe, il trouve les lieux où c'est, il va éventuellement sélectionner, enfin, il va faire son boulot de mise en carte. Mais les historiens interviennent. Alors ça, c'est très souvent de jeunes historiens qui collaborent à la revue L'Histoire, qui ont fait énormément de fiches, de propositions de cartes. Et puis en aval, bien sûr, c'est la relecture. Alors là, la relecture des historiens, c'est un moment évidemment qu'on redoute tous, les concepteurs des cartes et les cartographes, quand les cartes de la Troisième République, pour prendre le dernier atlas, sont relues par Michel Vinocq, par exemple, hein. Donc, bon, on peut passer un peu à l'essoreuse parfois, mais c'est très bien. C'est une garantie de qualité, évidemment, du résultat. Si on en vient au corps de l'ouvrage, donc il y a trois parties. La deuxième partie représente l'essentiel en nombre de pages. Elle raconte l'histoire de France en carte. Je crois que c'est le titre que vous avez choisi. Donc, ça doit faire peut-être quelque chose comme 80% du nombre de pages, ou 75 ou 80%. Tu me préciseras si je me trompe. Il y a une première partie que je trouve très intéressante et la troisième partie également. Je ne dis pas que la deuxième partie ne me semble pas intéressante. Beaucoup de gens vont se précipiter pour avoir des éléments cartographiques sur telle période à l'aide de cette deuxième partie, évidemment. Mais la première partie, alors tu l'as appelée, je me suis dit, est-ce que j'aurais moi-même choisi tableau de l'histoire de France? Je comprends pourquoi, hein. Est-ce que tu peux faire ressortir l'unité rapidement et ainsi expliciter le titre tableau de l'histoire de France?
Alors, bon, comme tu l'as dit, la deuxième partie, c'est l'essentiel de l'atlas, de ce qu'on attend un atlas, c'est-à-dire une succession chronologique. Le problème de plan se ramenait au du découpage chronologique, c'était pas très complexe, puisqu'il y a unité de lieu, en gros, hein, pour l'histoire de France, même si c'est une histoire et européenne et mondiale. Mais le plan là était beaucoup moins, le plan interne de la deuxième partie était beaucoup moins difficile que pour l'Atlas mondial, où là le choix était essentiel, était stratégique, hein, et je l'ai même mis en image dans l'introduction. Mais pour l'histoire de la France, on n'a pas eu trop de problèmes d'accord sur les découpages, et l'idée est quand même que le lecteur qui va chercher une carte la retrouve le plus facilement possible. En revanche, j'ai tenu, je vais dire pour ce point, j'ai vraiment tenu, et parfois me bagarrant un peu pour l'imposer, à ce qui est, alors non pas la première partie où on se dit bah, dans quoi on va situer cette histoire, c'est-à-dire le problème de la carte de France, mais la troisième partie sur le rapport des Français à l'histoire. Donc, la première partie, normalement, qui existe dans la plupart des atlas historiques de la France, comme j'ai tenu à écrire, c'est simplement dire, ben voilà, on a tel et tel type de cadrage, nos frontières, c'est pour des faits de nature, etc. Et puis, éventuellement, on a un héritage historique qui est celle de la carte murale Vidal-Lablache, que j'ai tenu à mettre, hein, dans l'atlas. Alors, en gros, les deux premières doubles pages correspondent tout à fait à cet aspect. Et l'idée du tableau est évidemment un coup de chapeau, non seulement à Vidal, mais à l'ensemble des histoires de la France qui ont généralement, à un moment ou à un autre, parce que c'est pas forcément au début, mis un tableau géographique de la France. C'est devenu une part importante avec l'idée que bah, la géographie, enfin une idée très traditionnelle en France, que le territoire fait en partie de la société. Alors, c'est évidemment une idée contre laquelle j'ai essayé de m'opposer, hein, dans cette partie, d'où ensuite un certain nombre d'autres éléments sur l'idée de frontières et de nature, donc les éléments naturels utilisés. C'est généralement quelque chose qui est dit avec des mots, mais pas avec des cartes. Et là, le principe est toujours de dire avec des cartes. Et puis surtout de se confronter au roman national. C'est-à-dire de regrouper dans cette partie tous les éléments de distanciation, car quand se lancer dans une histoire de France, fut-elle en carte, c'est s'affronter à ce qui est un débat permanent de notre rapport à l'histoire. Ce qui m'a amusé d'ailleurs, c'est que notre atlas est paru en novembre et qu'en octobre est paru un autre atlas de l'histoire de la France en 100 cartes, mais qui est fait par Jean Sévillia, c'est-à-dire un royaliste, hein, quelqu'un qui a été longtemps rédacteur en chef adjoint du Figaro Magazine dans sa période la plus réactionnaire. Donc c'est autre chose, mais on voit bien qu'il y a confrontation, qu'il y a discussion à partir d'atlas historiques de manière beaucoup plus évidente, même si pour moi c'est en fait beaucoup plus chaud que sur un atlas mondial. Donc je tenais à rassembler ça, d'où le rôle des images iconiques, hein, les petites images de l'histoire de France. Alors je peux dire pour l'anecdote qu'aucune n'est une vraie image d'Épinal. Elles n'étaient pas très jolies, enfin pas très passaient mal, donc on les a toutes fait redessiner à la manière d'eux, ce qui fait que l'image, qui est une photo habituelle de l'icône de Gaulle devant son micro lançant l'appel du 18 juin, qui est une pure reconstitution, parce qu'il n'y a pas de photo, il n'y a pas non plus d'enregistrement de cet appel pour le 18 juin, mais là, on l'a traité comme une image, exactement comme Vercingétorix sous Charlemagne, hein, il est dessiné de la même manière. Donc ça, c'était un élément important, en le situant sur une carte, en montrant d'ailleurs que c'était loin d'être entièrement dans les limites de l'Hexagone. Et puis, la toute dernière partie m'a permis d'une part de réutiliser une carte du Tour de la France par deux enfants, donc quelque chose qui participe à l'iconographie cartographique du roman national, et puis surtout de poser la question à la fin sur la différence géographique du roman national qui est tubulaire, tel que je l'ai dessiné, c'est-à-dire il y a l'hexagone et ça reste dans l'hexagone de toute éternité. J'ai placé là-dedans les phrases, les formules iconiques, hein, nos ancêtres les Gaulois, les 43 qui ont fait la France, le pays des droits de l'homme, là. Et puis de voir au contraire le côté foisonnant d'une histoire qui est à la fois régionale, locale, européenne et mondiale.
J'aime beaucoup l'expression, la phrase que tu as rédigée et faisant partie de ta préface. Tu dis que le précaré est un hexagone, mais aussi un planisphère. Donc là, je t'ai reconnu sur le roman national, sur l'histoire globale, parce que cet atlas a une posture assez particulière par rapport à l'image qu'on a de l'histoire globale. On aurait pu croire que c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait ce que tu présentes, hein. Je fais allusion à ce que tu dis de l'histoire globale. Ce n'est pas un atlas qui transcrit. Euh, tu veux peut-être dire quelques mots là-dessus. Je ne sais pas si je Oui, me oui, suis tout à bien fait. Alors, exprimé. la formule, le précaré est un hexagone, qui est un jeu de mots géométrique, si j'ose dire, Oui, je l'avais déjà utilisé pour la toute première partie d'un petit atlas de la France, fait par les éditions de la revue L'Histoire, oui, mais qui était donc un tirage très très limité. L'idée, je jouais sur hexagone et carré, ça m'avait amusé, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin. En revanche, là, je l'ai utilisé comme vraiment un message qui me permettait de situer les trois échelles importantes. L'échelle nationale, sur laquelle l'Atlas n'a pas de sens, et qui vraiment est centrée sur l'idée de production, de fabrique de cette réalité nationale et de fabrique de son territoire et de ses limites, avec essentiellement d'ailleurs une histoire extrêmement conflictuelle, d'où d'ailleurs le nombre de cartes de guerre qu'il y a dans tout l'Atlas. La deuxième, c'est que c'est une histoire bien sûr mondiale, mais pas que, et souvent contre cette histoire mondiale, une histoire européenne. Euh, on, c'est quasiment un topos de l'histoire des temps modernes, l'histoire de la France au temps moderne, que dire qu'il y a constamment le choix entre une France atlantique ou même mondiale, avec les compagnies des Indes, les colonies, une France un peu de Colbert, et puis une France au contraire continentale, terrestre, une France de Vauban, et que, bon, à l'époque de Louis XIV, on voit bien qu'on essaye de jouer sur les deux tableaux, d'ailleurs pendant tout le XVIIIe et le XIXe, mais c'est conflictuel et c'est contradictoire et que c'est un fil conducteur, avec d'ailleurs les renversements d'alliances, enfin, que l'on peut avoir, c'est un fil conducteur extrêmement important. Donc c'est une histoire à la fois européenne, car c'est bien un pays non seulement en Europe, mais créateur de l'Europe, enfin, l'un des créateurs, pas seul bien sûr, une société qui est créée dans l'Europe. C'est une société, la France est un ensemble, un État d'abord qui a des ambitions mondiales, et qui joue un rôle dans la construction du monde. Donc, et que cette échelle européenne et cette échelle mondiale sont souvent en opposition. Voilà, c'est fondamentalement ce que j'ai développé, ce qui explique d'ailleurs que la préface soit faite par Joël Cornette, qui, non seulement parce que Joël a publié il y a quelque peu de temps, dirigé une énorme histoire de la France, qui a été, je peux dire, mon arrière-fond de lecture pendant les 9 mois de conception de l'Atlas. Mais Joël a bien insisté souvent sur ces échelles européennes. Et en même temps, Patrick Boucheron, qui avait préfacé l'Atlas mondial, lui, était tout à fait d'accord pour dire c'est pas à moi de préfacer une échelle de la France parce que c'est pas un essai un essai qui a des côtés provocateurs, qui était l'histoire mondiale de la France. Il ne s'agit pas de la version cartographique de l'histoire mondiale de la France parce que ça aurait très bien pu s'appeler l'histoire européenne de la France. Les deux. Souvent les deux en opposition. D'où nous étions tout à fait en accord tous les trois pour que ce soit Joël qui fasse la préface cette fois-ci. Voilà, donc j'arrête là-dessus, mais ça dit bien, et c'est pour ça que l'introduction voulait enfoncer le clou, ça dit bien le message principal de cette histoire de la France. pour terminer, cher Christian, quelques mots tout de même sur la troisième partie, sur les usages du passé, sur la mémoire. Alors, j'apprends que ce n'est pas la partie qui a été approuvée totalement, consensuellement, que ça a pu faire émerger une petite discussion sur l'utilité. Pourquoi cette partie et pourquoi un début de contestation ou des questions? Alors, le jour où nous enregistrerons cet entretien, c'est le lendemain de la mort de Giscard d'Estaing, hein. Donc, ce matin à France Culture, Xavier Mauduit avait invité des gens à voir le rapport de Giscard à l'histoire, et en particulier mon ami Patrick Garcia,
ce qui témoigne d'ailleurs qu'il s'est sauvé de sa maladie. Ça m'a fait plaisir de l'entendre. Mais Patrick travaille sur le rapport des présidents de la République française à l'histoire et en particulier sur le rôle des commémorations, des citations, des usages qui font de l'histoire. Et de ce fait, je vais d'ailleurs demander tout le synopsis pour faire une carte qui est dans cette troisième partie. Donc on est bien dans une question qui est le fait que les Français ont plus ou moins un rapport et un usage de l'histoire. On dit beaucoup que les Français aiment l'histoire, quelque chose comme ça. Ben non, le personnage de Giscard, justement, celui qui a supprimé la commémoration du 8 mai, il ne faut pas l'oublier, montre bien qu'on peut tourner vers l'avenir sans, en cherchant au contraire à se dépouiller du passé plutôt qui serait un handicap. Donc, ce que, évidemment, des historiens ont un peu de mal à avaler. Mais ce rapport à l'histoire, c'est une question, je crois, tout à fait importante, non seulement parce que elle conditionne l'histoire qu'on fait, c'est-à-dire que tout ce qui a été fait antérieurement dans la deuxième partie peut se lire au regard de ce rapport à l'histoire, mais évidemment, elle conditionne des débats tout à fait présents, tout à fait contemporains, les types de choix. Or, pour mes amis de la revue L'Histoire, il semblait plus évident que si on parle de la guerre d'Algérie, par exemple, et de problèmes de la mémoire, ou des mémoires, parce que là, on ne peut vraiment pas le prendre au singulier, que de la guerre d'Algérie, les mémoires des perdants, d'ailleurs, les mémoires des gagnants, si j'ose dire, enfin, les mémoires des différents acteurs contradictoires, une sorte de guerre civile mémorielle continuée, c'est quelque chose qu'on aurait dû mettre avec la guerre d'Algérie. Ce qui n'est pas absurde, hein, je ne le conteste pas, mais je trouvais que c'était plus intéressant de se dire, bah oui, il y a des mémoires qu'on utilise, celle de la guerre d'Algérie en étant une, celle de l'esclavage en étant une autre, celle des deux guerres mondiales en étant bien évidemment d'autres, etc. Donc de placer cela et de voir comment bah, les Français se fabriquent leur histoire, ça m'a permis aussi de proposer une double page à l'INRAP, avec qui il m'arrive de travailler. Dominique Garcia, le directeur de l'INRAP, était tout à fait enthousiaste hein, de cette idée. Il y a d'ailleurs dans la deuxième partie un certain nombre de cartes que l'on doit à l'INRAP. Alors, nous fouillons, c'est votre histoire, pour reprendre le slogan de l'INRAP. C'est quelque chose qui montre bien cet investissement que les Français font dans leur passé, leur manière de mettre en scène leur passé. Ce que j'avais espéré, c'est pour ça qu'il fallait un atlas assez gros, c'est qu'on puisse trouver beaucoup de manières de faire la mémoire dans la deuxième partie et qu'on pourrait en penser d'autres, hein, mais enfin il y en a quand même déjà pas mal, de cartes qui rappellent les rapports à l'histoire, certains étant tout à fait entendus, aussi bien les vignobles et les fromages que les parcs naturels ou le patrimoine de l'UNESCO. C'était des choses bien sûr. Mais de voir un petit peu comment les écrivains, par exemple, s'inscrivent dans une géographie historique. C'est intéressant. Cher Christian, je n'ai qu'un souhait. Longue vie aux deux atlas Grattalou, hein, le mondial et puis le français. Je crois que c'est bien parti. D'ailleurs, c'est pas étonnant, mais le succès est quand même très 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 fort pour l'atlas mondial. Et j'ai l'impression, en discutant avec le vendeur, là, comme je te le disais avant l'enregistrement, que celui-ci est bien parti aussi pour aller sur les traces de son frère ou de son cousin, je ne sais pas comment l'appeler. Alors, on a été surpris nous-mêmes pour l'Atlas mondial. Là, on n'a pas encore de recul puisque c'est aujourd'hui, ça fait exactement un mois qu'est sorti l'Atlas de la France. Mais l'Atlas mondial, effectivement, on s'attendait à ce que ça marche. On pensait bien que ne faisait pas une opération perdante, mais le succès nous a beaucoup surpris et dépassé. Je peux dire d'ailleurs que cet Atlas mondial a un succès mondial puisqu'on en est à la 10e traduction et que 2 sont déjà parus, début du mois en néerlandais et à la fin du mois en italien. Enfin, les 2 sont parus en novembre, et que l'espagnol et l'allemand doivent suivre de peu, et puis il y en a d'autres, y compris en letton. Alors. Bon, bah écoute, merci. Nous allons arrêter là l'enregistrement et je te remercie 1000 fois